Salut le DFS Nantes, ça va toujours? Bon, c'est un petit ouais ça. Allez, ça va toujours? C'est vachement mieux. Bon, je sais pas vous, mais moi il y a des choses qui me font peur et aujourd'hui on est là pour parler de nos peurs pendant ces 2 journées. Et moi ce qui me fait vraiment peur, je sais pas si c'est pareil pour vous, bah, c'est la compilation en web et notamment en React. Moi ça me fait vraiment peur. Ça vous fait peur aussi? Pas tant que ça? Ok, bah, vous êtes plus courageux que moi. En tout cas, ça fait tellement peur. On avait 2 speakers normalement qui étaient prévus, qui venaient des fins fonds des Traboules lyonnaises. Et un des 2 speakers, Michael, a eu tellement eu peur de parler de React Compiler, il ne peut pas être là aujourd'hui. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour celui qui reste, Lucas, qui va affronter sa peur et nous parler de React Compiler. Applaudissez-le s'il vous plaît. Eh ben, bonjour à tous. Donc, si vous êtes ici, c'est pour me voir du coup parler du React Compiler. Du coup, on va commencer par le départ. Qu'est-ce que c'est que le React Compiler? Bah, du coup, c'est une petite appli de compilation de musique que j'ai fait moi-même, donc en React évidemment, puisque du coup, dans le nom, React Compiler. Donc, ça marche vraiment très simplement. J'ai juste à taper le nom d'un artiste ici. Voilà, j'ai ces albums qui sortent petit à petit. Ensuite, une fois que j'en sélectionne quelques-uns pour faire une compilation, hop, je nomme ma compile, je la crée, et ensuite, quand je vais sur la page de mes compilations, donc j'ai bien Daft Punk, Madonna, ça c'est des compilations que j'avais créées avant, parce que j'utilise cette app au quotidien, évidemment. Et du coup, on peut aussi les liker, les disliker, enfin, on peut faire plein de choses avec. C'est vraiment... Lucas, ouais. tu fais n'importe quoi. Quand je te parlais de React Compiler, je parlais de la nouveauté de React. Je ne parlais pas du tout d'une application de compilation de musique en React, en fait. Mais elle est vachement bien, mon application. Non, c'est l'outil qui est là pour améliorer tous les problèmes qu'il y a de mémorisation en React, en fait. Moi, je vois pas de problème de mémorisation. Hein. Tu vois pas de problème? Pour moi, ça marche. Hein. Ok. Enfin, facile. Eh bien, regarde, on va voir ça ensemble. On va reprendre les bases, parce qu'il semblerait que tu en aies oublié quelques-unes. Donc, comment fonctionne le rendering? Donc on va imaginer que ça fonctionne un peu comme une cuisine. On a une cuisine de composants. On peut passer des commandes de composants. Donc on peut commander des composants card, etc. Ça s'appelle la phase de trigger. Ensuite, la cuisine va cuisiner le composant. On va appeler ça comme ça. C'est la phase de render. Et ensuite, le composant est donc servi au client pour l'affichage. C'est donc la phase de commit. Comment est-ce que se déclenche un re-render? Il n'y a pas énormément de solutions possibles. Il y a soit c'est le rendu initial du composant, soit l'état du composant est mis à jour, donc soit une de ses props, soit un de ses states. Et sinon, dernière chance, c'est que l'état d'un composant parent est mis à jour. Ça fait quand même pas mal de conditions. On va voir ensuite comment fonctionnent les re-renders. Donc pour les re-renders, en fait, c'est simple. C'est le client qui va demander une nouvelle version de son plat, donc une nouvelle version de son composant, donc avec des propriétés qui ont changé. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser une commande du composant et la cuisine va nous donner un nouveau composant. Là-dessus, il y a plusieurs choses qui sont coûteuses. La première, on l'a vu, c'est la partie rendering, donc c'est le travail qu'il faut faire en cuisine, parce que cuisiner, tout le monde le sait, c'est compliqué. Ça prend du temps. Et ensuite, il y a la phase de browser painting, donc c'est la phase où le navigateur dessine les composants sur votre écran. Donc c'est deux moments où on a des gros problèmes de coût de performance si beaucoup de composants sont revendus. Tu vois toujours pas de problème? Bah, jusque-là, moi, pas trop. Mais... Ok. Eh ben, on va partir sur un truc plutôt simple. On va partir sur la troisième proposition qu'on a vue tout à l'heure. L'état d'un composant parent est mis à jour. Montrer un peu comment ça marche. Je t'ai fait une petite démo là d'une application. C'est un peu plein de composants qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et quand on clique sur un composant, si les composants s'allument en vert, c'est qu'ils sont aussi re-rendus. Donc là, le problème, tu vois, c'est qu'imaginons il y a un re-rendu de mon composant guitare et mon composant micro n'a pas changé. On clique sur guitare, ça render micro. Tu fais quoi? Là, c'est tout simple. Enfin, j'ai juste à mettre un react.memo sur le composant micro. Ça fait que du coup, il est mémoisé. Et du coup, si ses profs ne sont pas changés, il ne sera pas re-rendu. Enfin, bon, en effet, je pense que ça marche. Si tu fais un petit test, oui. En effet, sur ce truc-là, ça peut peut-être être corrigé là-dessus. Bon, ta réponse à tout, on va passer à la suite. Si on regarde un peu plus loin, je t'ai pris un bout de code ultra compliqué, une to-do list.
Oui, je sais. Encore une to-do list. Bref, une to-do list, c'est pour te montrer à quel point, même sur un exemple ultra simple, on finit avec un truc horrible à faire. Ce composant, donc, c'est un composant to-do list qui prend deux props, une props pour un filtre, une props de thème color, et ensuite il y a un state, etc. Mémorise-moi ça. Bah, c'est hyper simple. Notre to-do list, le principal élément, c'est le to-do. Donc on va commencer par mémoriser le composant to-do. Pour ce faire, on reprend exactement ce que j'ai fait avec le micro. On met un react.memo par-dessus, et bam, il est mémorisé. Bon, je te l'accorde, petit problème, il nous prend il a une props onChange qui est handleChange. Si le composant est rendu actuellement, comme handleChange va rechanger, malgré le mémo, notre to-do va être rendu. Du coup, il faut mémoriser notre handleChange. Et pour ça, React, il est super sympa quand même, React. Il nous donne un petit utilitaire, c'est useCallback, donc c'est un petit hook qui permet de mémoriser une fonction. Et voilà, là, notre to-do, si ses props ne sont pas changés, il ne sera pas rendu. Et on voit aussi un cas d'école, j'aimerais dire, c'est que le filtered to-do, donc c'est le filtre de toute notre liste de to-do. Donc si par exemple la visibilité change, donc la liste va changer. Ça, pareil, c'est un exemple hyper normal. C'est ce dont on met dans un useMemo, qui est là un peu comme le useCallback, mais pour mémoriser plus des variables. Et on a même un bon exemple du tableau de dépendance dans lequel on met les to-do et la visibilité, parce que c'est dans ces deux cas-là que la constante va changer. Et voilà, après, moi je vois pas le problème, le composant il est mémorisé, j'ai rajouté 3 lignes de code. Là, tu vois pas le problème. Pour mémoriser un simple composant de to-do list, tu as dû utiliser 3 features de React, le React Memo, le useMemo, le useCallback. Très belle feature. Très belle feature, certes, mais alors imagine quand tu es sur une application ultra compliquée. Très sincèrement, des devs React, quand ça fait des tâches de mémorisation, c'est un enfer. Ouais. Donc, que tu le veuilles ou non, je vais te montrer ce que c'est le vrai React Compiler. Et pour ça, c'est donc pour ça que React a sorti, il y a quelques temps, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, le React Compiler. Et on va faire un petit retour en arrière pour que vous compreniez un peu mieux que ce n'est pas une feature qui date juste de quelques mois. Donc en 2021, il y a eu la première annonce du React Compiler. Alors il faut savoir qu'en fait, c'est quelque chose qui a déjà été pensé il y a pas mal de temps, à l'époque où React était encore uniquement sur des classes components. Mais la feature a été élaborée au fur et à mesure. Et en 2021, ça ne s'appelait pas le React Compiler, mais ça s'appelait le React Forget. Donc en 2021, annonce à la React Conf, il y a un super talk, React Without Memo, qui en parle très très bien. On s'est beaucoup inspiré de cette vidéo pour ce talk avec pas mal d'exemples, etc. Et le résultat de cette première annonce a été de dire que React sans mémorisation, d'un point de vue DX, c'est super à faire parce que les développeurs n'ont absolument pas à y penser. Et d'un point de vue UX, on se retrouve très très vite avec des rendus qui sont inutiles, donc quelque chose de très problématique. Et à l'inverse, si on se force à tout mémoriser correctement, à bien réfléchir à où est-ce que l'on doit faire nos mémorisations, etc., on se retrouve avec une DX qui est parfois infernale selon les cas que l'on a, mais par contre, on a une UX qui est au top, l'application est super optimisée, donc tout ça, c'est top. Donc en 2021, ils annoncent un nouveau projet qui est lancé en React Lab. C'est un compilateur qui mémorise automatiquement, il l'annonce comme quelque chose qui mémorise automatiquement absolument tout d'un point de vue composant ou fonction dans React. Et en plus de ça, ils annoncent que ça supportera toutes les bases de code. Donc à cette époque-là, on n'a pas forcément plus d'infos. Ensuite, un an après, ils font une petite avancée, le React Lab, et ils mettent à disposition de la communauté ce qu'ils appellent le Playground. Et c'est ce qui va permettre, à partir d'un code React, de voir directement le résultat du code compilé. Donc vous avez un petit exemple, mais on verra ça un peu plus tard. Et ensuite, 2024, donc il n'y a pas si longtemps, React Compiler est annoncé en version Canary. Donc c'est annoncé comme quoi ça tourne actuellement sur des projets en production, donc notamment sur les sites d'Instagram, Facebook, etc. C'est annoncé que c'est open source, donc à ce moment-là, tout le monde en parle, à la React Conf, sur Twitter, il y en a de partout. Ça parle, mais en même temps, React, c'est juste du JavaScript, donc si en plus, il faut rajouter un compiler dessus, la complexité... Oui, t'es pas le premier à te battre contre ça, et les discussions ont été très vite écourtées sur Twitter parce que tout le monde se battait entre les deux communautés. Donc nous, on va éviter de parler de ça.
au final, le React Compiler, qu'est-ce que c'est? Si tu as bien retenu un peu tout ce que je t'ai dit. Bah, du coup, pour moi, le mot important dans React Compiler, c'est pas React, c'est compiler. Franchement, si on prend la définition Wikipédia, un compiler, enfin un compilateur, du coup, c'est vraiment un programme qui prend du code source et qui le transforme en code objet. Moi, ça sonne un peu bizarre. Pour moi, c'est pas exactement ça que tu viens de me présenter et qui est censé être le React Compiler. Pour moi, ce serait plus un transpiler. Et si on reprend pareil, du coup, la définition Wikipédia, c'est un autre type de compilateur, donc c'est vraiment un sous-ensemble des compilateurs, et ça prend un langage de programmation en entrée, et ça en sort un autre langage de programmation. Donc ça ressemble quand même un peu plus à ce qu'on fait là, quoi. Tu veux vraiment qu'on lance un débat là entre compilateur et... Je sais pas, non. Je suis pas sûr. En vrai, c'est pas important. Il y a eu la discussion au départ, et si vous posez la question, vous pouvez oublier. Ils ont donné ce nom-là, donc nous, on va continuer de l'appeler React Compiler. Donc ça, t'oublies. J'oublie. Mais du coup, le React Compiler, donc qu'est-ce que c'est? Donc on a le compiler, donc c'est vraiment la partie de code qui va compiler votre code, mais c'est aussi accompagné d'autres choses, notamment d'un plugin ESLint qui va vous permettre de vous aider à rendre votre base de code plus saine pour que le React Compiler ait le plus d'impact sur votre code base. Donc ça va vraiment vous aider pour ça, et il est vraiment pratique. Et du coup, une fois que vous avez ces deux choses mises en place, c'est comme on vous a montré, on n'a plus besoin de faire des use memo, plus besoin de faire des React memo, plus besoin de faire des use callback. Tout ça, c'est la mémorisation sans aucun outil dans ce style. Donc, par exemple, les re-rendus en cascade des composants, ils seront évités automatiquement. Les calculs coûteux, comme par exemple le filtre d'un to-do list, très coûteux le filtre d'un to-do list, il sera mémorisé automatiquement, et ça c'est vraiment génial. Yes, et en plus de ça, il y a plein d'autres choses qui ont été un peu annoncées, mais qui ne sont pas encore réalisées. Ils ont pensé à des optimisations pour de la mémorisation reliées à des use effects. Il y aura sûrement des étapes qui seront rajoutées pour faire de l'amélioration du code JSX, l'amélioration aussi des DevTools, pour tout ce qui est débugage, etc. Parce qu'on vous montrera tout à l'heure que ce n'est pas encore un peu ça. Donc voilà, il y a plein d'autres features qui vont pouvoir être ajoutées, et c'est vraiment quelque chose de très prometteur. Mais il ne faut pas oublier, parce que là, sinon tu vas te dire que c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Ça suppose quand même quelque chose, le React Compiler. Première chose, ça va supposer que votre code JavaScript est valide. J'espère dans la salle que vous faites tous du code JavaScript valide. Ça va aussi vérifier, ça suppose aussi que toutes les valeurs sont accessibles, donc que vous avez tout ce qui est null check d'activer, etc. Et ensuite, ça va supposer que le code que l'on écrit suit les rules of React. Lucas, petite interrogation surprise, les rules of React, qu'est-ce que c'est? Alors attends, je cherche dans mes mémoires. Ah voilà. Alors, si jamais vous n'avez pas la même mémoire que moi, vous avez un petit QR code qui vous ramène directement sur la documentation. Mais globalement, les rules of React, en fait, elles existent dans React depuis quasiment le début. C'est juste que jusqu'au compiler, elles étaient implicites. Mais on a par exemple des règles comme les composants et les hooks doivent être des fonctions pures. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des fonctions pures, c'est des fonctions où si on leur donne les mêmes props en entrée, les mêmes propriétés en entrée, on aura toujours le même résultat en sortie. Donc par exemple aucun side effect ou du random dans vos composants, ils ne seront pas purs. Donc ça c'est la première rules of React. Pour la deuxième, ça peut paraître un peu logique, mais c'est React qui a la responsabilité de s'occuper de rendre et d'appeler vos composants et vos hooks. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'appeler votre composant avec deux parenthèses comme si c'était une fonction. C'est vraiment React qui doit gérer ça. Et la troisième règle dont on va vous parler, c'est une règle qui est un peu plus connue et qui est explicite depuis plus longtemps. C'est la règle des hooks. Donc, notamment le fait de ne pas pouvoir les appeler autrement qu'au top niveau de vos composants ou de vos hooks. Donc pas derrière des if, pas derrière des try, catch, ce genre de choses. Et aussi qu'un hook ne peut être appelé que dans un élément React, donc soit un composant, soit un autre hook. Celle-là, elle est un peu plus explicite depuis longtemps, mais les règles of React existaient déjà depuis le départ. Et un des très bons points du React Compiler, c'est que ça nous a mis en lumière ça et qu'on va tous coder plus proprement maintenant. Ok, 12 sur 20. Mais du coup, toutes ces règles, on a des outils pour nous permettre de mieux les respecter ou plus facilement les respecter, notamment le strict mode de React, qui pareil existe depuis très longtemps et qui va permettre de re-rendre plusieurs fois vos composants en mode dev, ce qui va vous permettre de repérer beaucoup plus facilement les side effects. Si vous avez un composant qui ne réagit pas de la même manière à chaque fois qu'il est re-rendu, le re-rendre deux fois en boucle
ça vous permet de voir des choses. Et on a aussi, on en a déjà un peu parlé, mais les plugins ESLint. Donc on a le plugin officiel de React qui existe depuis longtemps. Et du coup, avec l'arrivée du React Compiler, on a le plugin du React Compiler qui va nous permettre d'identifier vachement plus rapidement les endroits où on ne suit pas les règles React. Donc ça nous permet d'avoir une code base encore plus propre. Et en vrai, on pourrait même l'utiliser sans le compiler. Ça, c'est vraiment trop bien. Et du coup, il ne faut pas oublier que les règles qu'on vous a mis là, c'est juste, c'est un récapitulatif des règles, pardon. Il y en a plein d'autres et vous avez aussi plein d'autres patterns qui sont pris en compte par le compiler que vous devez respecter pour que le compiler fonctionne de manière optimale. Du coup, petit résumé, est-ce qu'il faut utiliser le React Compiler? Plus besoin de mémorisation à la main, facile à mettre en place, je te montrerai un peu tout à l'heure, c'est ultra rapide. Ça fonctionne avec des versions de React qui sont inférieures aux versions 19. Un peu de rétrocompatibilité, c'est cool. Il y a une mise en place sécurisée dans votre codebase, donc ce qui veut dire que le React Compiler il est capable de vérifier si vous respectez les rules of React, et si vraiment dans certains composants ou autres, les rules of React ne sont pas respectés, le compiler peut très bien sauter la compilation de ces bouts de code en toute sécurité, donc c'est quand même important et c'est très utile quand vous lancez des phases de migration. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est encore une feature qui est en version expérimentale. Et du coup, le déploiement du compiler en production, ça va surtout dépendre de la santé de votre codebase et de la façon dont vous avez suivi les rules of React. Donc, pour résumer, on peut reprendre un des slogans de React, « Make it easy to build great user experiences ». Donc, on rend facile le fait de créer des belles expériences utilisateurs. Pardon. Là, on est en plein dedans. Pile poil. Et en plus, c'est encore plus facile qu'avant. Là, je t'avoue, ça paraît être un peu de la magie. On va faire une petite phase, on va appeler ça de compilation à la main, sur un exemple toujours aussi compliqué, pour vous montrer un peu à quoi ressemble ce que fait le compiler. Donc, on va partir, comme tout à l'heure, sur notre exemple de to-do list. On vous a mis aussi un petit schéma qui vous explique qu'est-ce qu'on a, donc les différents composants, les différentes fonctions qu'on a, et aussi les différents paramètres qui peuvent faire muter une partie du code de ce composant. Donc ici, soit ce qu'il y a dans le useState, le to-do, soit sinon les deux pros, visibility et ThemeColor. Et première chose que l'on va faire, que le React Compiler va faire, c'est qu'il va créer des variables qui vont permettre de savoir si une des propriétés que vous voyez en haut a été modifiée, donc que ce soit la visibility, le thème ou alors les to-do. Jusqu'à là, rien de compliqué. Jusqu'à là, ça va. Et ensuite, on va s'attaquer petit à petit à chaque partie du code, comme Lucas vous l'a fait tout à l'heure, pour éviter que ces parties de code se re-rendent si elles n'ont pas besoin d'être rendues. Pour faire ça, rien de plus simple, on prend ici filter to-do, ça dépend de to-do et de visibility. Qu'est-ce que je fais? Je mets dans un if, si un des deux a changé, j'affecte la variable. On retrouve un peu le tableau de dépendance du use memo de tout à l'heure. Mais par contre, là c'est bien beau, mais du coup, ça c'est s'il a changé, mais s'il n'a pas changé. Oui, il manque un petit else. Donc en effet, si on rajoute le else, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc si ça a changé, on assigne, et sinon, on ne sait pas trop. Et c'est là en fait où toute la magie du React Compiler commence, c'est qu'on va voir l'apparition d'une nouvelle propriété qu'on va appeler MemoCache. Et en fait, ça va être un tableau de mémorisation où on va pouvoir stocker des choses à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que dans notre if, si le composant est re-rendu, on assigne dans la variable et dans une partie du tableau la nouvelle version. Et sinon, si la visibility ou les to-do n'ont pas changé, on va chercher directement ce qu'il y a dans le tableau. Donc ça évite de recalculer les valeurs. Ensuite, on va s'attaquer à la partie handle change. Donc handle change, c'est pareil, on va faire la même chose. On va mettre ça dans notre MemoCache à un index. Donc là, il se trouve que c'est l'index 0. Et du coup, quand on va repasser sur le composant, si c'est déjà déclaré dans le MemoCache, on va aller chercher la valeur. Sinon, ça veut dire que c'est une des premières fois où quelque chose a besoin d'être rendu. Et du coup, on va la réaffecter. Et en fait, c'est tout simple. On va juste faire ça pour absolument tout. Et on peut aussi faire ça sur des composants. Donc, on va faire la même chose là avec le to-do. C'est dépendant du thème. Si le thème a changé, on réaffecte
dans le tableau, et sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement chercher la valeur dans le tableau. Et en fait, on va répéter ça sur tous les bouts de code. Donc, on va pouvoir faire ça aussi sur les UL, qui ont une dépendance avec les mêmes éléments que filter_todo, donc on peut y mettre dans le même if. Et au fur et à mesure, on va se retrouver avec une imbrication de if et des valeurs qui seront assignées directement dans le mémo-cache. Ce qu'il y a à retenir, c'est que si la valeur n'existe pas dans le mémo-cache, on la recalcule comme on faisait jusqu'à maintenant, et si elle existe, c'est un peu notre système de mémorisation, on n'a plus qu'à aller la chercher, et voilà. Ça te paraît comment? C'est vachement bien. Franchement, ça marche vachement bien. Après, bon, là, ça reste une to-do list, mais... Oui, bon. Mais le truc qui est important, c'est que là, on se dirait, mais le code, il est ultra simple, c'est impossible que ça ressemble à ça. Eh bien, en fait, si. Donc là, on va récupérer un peu notre code de début, et on va aller faire sur le playground dont je vous parlais tout à l'heure, un petit tour. Hop. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc si on regarde un peu ce que ça donne, donc on a ici sur la partie de gauche notre code, et sur la partie droite, on a l'output du compiler. Et vous pouvez voir que, mis à part certaines syntaxes qui ont été un peu simplifiées dans ma démo, on se retrouve avec certains éléments qu'on reconnaît très bien. Donc on a la déclaration du mémo-cache, on a les différentes conditions qui vont vérifier si oui ou non les éléments sont déjà présents, et ensuite on va retrouver exactement les if qu'on a fait tout à l'heure pour savoir si certaines valeurs ont changé ou non. Là, on a bien l'équivalent de notre as_to_do_change ou as_visibility_change. C'est vraiment exactement le même code qu'on vient de faire. Donc cette version du compiler, c'est une version qu'on a un peu modifiée pour le talk, donc vous ne la retrouverez pas sur le compiler de React, mais il y a certains éléments que vous pourrez quand même retrouver, et notamment ils ont ajouté un système de source map si vous souhaitez un peu comprendre mieux comment l'un et l'autre sont transformés, vous avez la possibilité d'avoir ce visuel directement. Et quelque chose qu'on ne voit pas ici, on a l'impression que c'est de la magie, on passe d'une étape A à une étape B, mais en fait, c'est qu'entre toutes ces étapes, eh ben, en fait, il y en a beaucoup. Et il y a exactement 43 étapes au sein du React Compiler. On va tout en parler, c'est ça? À ton avis? Allez, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Étape 1, IHR. Non. Ah, oui. Et on ne va pas faire 43 étapes. Surtout que le but, il faut bien que vous compreniez à la fin, c'est que c'est vraiment pas important de connaître ces 43 étapes. Ce que je te propose, c'est qu'on a les 43 étapes, on les oublie. On va transformer ça en, on va dire, 10 grandes catégories. Allez. Et ensuite, je t'explique pourquoi est-ce qu'on fait si simple. Ça te va? Faisons ça. OK. Donc pour faire simple, on part sur une première partie, donc la partie Babel plugin. Donc c'est la partie où Babel va déterminer qu'est-ce qui doit être compilé dans les fichiers, donc selon la config qu'on aura mis en place, etc. Ensuite, on a la partie lowering, donc c'est la transformation de Babel AST en HIR, ce qui n'est pas une phase intéressante, c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Ensuite, on a une partie optimisation du code HIR qui a été généré, toujours pas important. Ensuite, on a la partie analyse statique et inférence de type. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que le compiler va vérifier que vous respectez bien les rules of React. Il va supprimer tout ce qui est code mort, etc., dont vous n'avez pas besoin. Et ensuite, il va faire de l'inférence de type. Donc là, ce n'est pas de l'inférence de type comme vous avez souvent l'habitude de voir, c'est de l'inférence de type pour que lui, il puisse savoir OK, est-ce que ça, c'est une fonction? Est-ce que ça, c'est un composant? Est-ce que ça, c'est une propriété qui va être réactive, etc. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il va localiser tout ça. Ensuite, il va passer par une phase où il va déterminer telle portion de code, de quoi elle dépend, donc de quelle propriété réactive elle dépend. Donc, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des bouts de code qui dépendaient soit de to-do, soit de visibility, soit du thème. Et bien, en fait, c'est ce qui va être fait à cet endroit-là. Et ça va aussi déterminer, du coup, quelles sont ses propriétés. Ensuite, suite à ça, on va passer à une phase de reactive optimization. Donc, c'est la construction des portées réactives qu'on a vues tout à l'heure. Donc, en soi, ça représente un peu ce que je vous ai montré quand on construisait les if-else. C'est ce qui est fait dans cette phase-là. Et ensuite, de manière un peu simplifiée, il va avoir une conversion et un renvoi du code au plugin Babel. Et le plugin Babel va juste s'occuper de remplacer le nœud d'origine par la nouvelle version du nœud. Rien que ça. Donc oui, ça paraît un petit peu compliqué.
Et je vous avoue qu'au début, on pensait encore aller un petit peu plus loin pendant nos talks. On allait vous faire la vraie présentation étape Ouais, par on étape. partait vraiment pour les 43. Et on a eu la chance de pouvoir parler de nos talks avec des gens qui ont travaillé sur le React Compiler, donc des gens de l'équipe de React. Et on leur a expliqué un peu ce qu'on voulait faire, comme quoi on voulait un peu expliquer les différentes parties, s'ils pouvaient nous aider, nous donner plus d'infos. Et on s'est pris un peu un stop par une personne de React. Si vous ne voulez pas tout lire, en gros, la traduction, c'était « expliquez pas ça, ce n'est pas du tout le but du React Compiler, vous allez faire peur à tout le monde ». Un des points très importants, c'est qu'ils veulent vraiment qu'on sache que c'est simple à utiliser. Donc, ouais, la justification, voilà, c'est vraiment ça, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne derrière pour pouvoir utiliser le React Compiler. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait une version très simplifiée, parce que nous, développeurs, on aime bien quand même savoir comment ça passe derrière, mais vous n'avez pas besoin de vous attarder sur ces sujets. Du coup, c'est bien beau, mais je réitère, hein, là, pour l'instant, on a juste fait un test sur une to-do list, quoi. Oui, eh ben, écoute, ce que je te propose, pour pas que tu aies travaillé pour rien avec ta super application de compilation de musique, je te propose de compiler ton application de compilation avec le compiler. Allez, on va compiler le Allez. React Compiler avec React Compiler, si ça, c'est pas magnifique. Bon, du coup, on retourne sur ma magnifique app, hein, je sais que vous l'aimez tous, elle vous avait manqué. Et pour être honnête, j'avais un problème de rendu sur mon app, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas que tu te moques encore plus de moi, mais dans l'absolu, il y a un problème. Donc, si j'affiche sur mes composants le nombre de fois qu'ils ont été re-rendus et que je bouge un peu le thème, on voit que... Mais excuse-moi là, c'est en train de re-rendre les cartes alors qu'elles dépendent absolument pas du thème là. Bah ouais, c'est un peu ça le problème. Ouais. C'est vraiment le fond de la liste. Et du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a rien de compliqué avec Ouais, je sais, mais bon. Ouais, c'est pour être sûr. C'était pour présenter. Bref. Du coup, je vais commencer par vous montrer le petit composant qui affiche ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est vraiment un composant tout bête d'une liste de compilation. Donc on voit ici la liste de compilation avec mon composant CompileCard, qui est le composant qui se rerend des centaines de fois, alors que j'aimerais bien qu'il ne se rerende pas autant, puisque au final, la seule chose qui change, c'est le thème ici, qui change le fond du parent, mais qui n'a aucune incidence sur les composants ici. Et après, tout ce qu'il y a d'autre dans le composant, c'est des choses un peu simples. Cette partie-là, c'est pour récupérer les compilations depuis un serveur. Là, c'est un petit early return pour un loader. Et ici, on récupère notre thème depuis un contexte. Rien de bien fou, mais voilà pourquoi mes compile cards se re-rendent, ça m'embête un peu. Du coup, première étape, je vais couper le serveur de dev et on va utiliser une fonction une commande que nous met à disposition React, qui est un else check. Donc c'est une petite commande qui va nous permettre de voir à quel point notre application est saine et est capable d'accepter le compiler en quelque sorte. Ici on voit, je sais pas si, oui, ça se voit bien, on voit qu'on a 21 sur 22 composants qui sont compilables. Donc en vrai, c'est pas si mauvais que ça. C'est une bonne nouvelle parce que, comme on l'a dit, s'il y a un composant qui ne sera pas compilable, ça ne va pas faire crasher le compiler du tout, il va juste le mettre de côté. Donc en vrai, 21 sur 22, on peut dire que c'est pas trop mal, et je pense que ma compile card est dedans. On utilise le strict mode, donc ça c'est cool. On aura moins de rules of React à corriger quand on voudra le mettre pour de vrai. Et toutes nos librairies sont compatibles, donc on peut y aller, hein. Franchement, on peut y aller. Du coup, je vais chercher l'autre fonction, l'autre commande, qui est juste l'installation du plugin Babel. Donc voilà, ça c'est installé. On peut voir si on va dans le package JSON qu'il s'est bien installé. Pour les versions, on le redit, hein, on va le redire beaucoup, on l'a déjà dit beaucoup, mais on reste sur de l'expérimental, donc n'utilisez pas ça forcément en prod tout de suite. Mais voilà, donc j'ai bien mon plugin et il me reste plus qu'à... Notre application, elle est faite avec Vite, mais voilà, donc il me reste plus qu'à lui dire de prendre en compte ce plugin. Donc je vais, hop, Babel, plugin, hop. On voit quand même que c'est assez simple, à mettre en place. C'est aussi une des volontés de React, c'est de ne pas avoir quelque chose de très compliqué. Donc normalement, peu importe la base de code sur laquelle vous êtes, ça sera assez rapide à mettre en place. Voilà, donc là, normalement, j'ai bien mis mon plugin. Il ne me reste plus qu'à relancer mon petit serveur. Et avec Vite, ça va vite. Voilà, Vite, ça va doucement. Avec Vite, ça va doucement. Hop, je me remets. Je réaffiche mon truc. Et là...
On peut l'applaudir quand même, c'est même quand même pas pas besoin. rien. Même pas besoin de la moindre ligne de code. C'est pas magnifique ça? Franchement, c'est fou. Excuse-moi, c'est quand même vachement mieux qu'avec les React Memo. Ouais, ok. pas de souci. On va parler d'autres choses pour arrêter qu'ils se moquent de moi. On vous a parlé tout à l'heure de DevTools. Il y a déjà des choses qui sont faites dans les DevTools de React, donc qui sont assez cool. Donc par exemple, si je vais dans mes composants ici et que je vais sur la carte que je voulais mémoiser, on voit ici qu'on a un petit badge mémo avec un petit émoticône paillette. Celui-là, c'est pour nous dire que c'est le React compiler qui l'a compilé. Si on voit ici, on a d'autres mémos qui sont normaux, qui sont ceux qu'on met à la main. Mais du coup, ça nous permet de voir un peu facilement quels sont les composants qui ont été mémoisés ou non. Et on a un autre truc que moi je trouve super cool, c'est que si on va dans les sources, je veux bien que ce soit un peu plus grand, hop, on va dans les src composants, on voit ici mon copil.tsx que je vous ai présenté. Si je vais dans la version qui est en italique, on retrouve exactement le code que je vous ai montré dans mon IDE. Et si on va dans l'autre, on a le code compilé. Donc là, on ne va pas vous refaire tout ce qu'on a fait, mais on retrouve très vite ce qu'on avait vu dans le playground. Donc on a ici notre memo cache, et après on a les conditions, il y en a une, il y en a une autre là, et ainsi de suite. Donc voilà, on a vraiment l'output de notre compiler. Donc c'est vachement pratique, notamment pour débugger. Et parce surtout, que ça n'a pas marché du premier coup. Normalement, si vous mettez des breakpoints à un endroit dans votre code compilé ou l'autre, ça vous met la même chose à l'autre endroit. Donc pour le débugage, c'est quand même quelque chose de pratique, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Dans certains cas, ça peut quand même être un peu utile. Donc voilà, c'est assez cool. Et si jamais vous avez une application où vous voulez utiliser le compiler, mais petit à petit, sans le mettre d'un coup, parce que là, je l'ai vraiment mis d'un coup, donc j'ai mon composant qui n'est pas compilable, qui lui doit être tout seul dans un coin, pas compilé, mais tous les autres, ils vont très bien, ils sont très heureux. Le React Compiler nous donne des petits ajouts qui nous permettent de faire exactement ça. Donc là, j'ai mis le compiler en mode normal et je peux mettre un use no memo. Ils aiment bien les use quelque chose. Ça leur manquait déjà. Client, voilà. On a fait beaucoup de blagues à la sortie des serveurs components et ils continuent, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, use no memo. Et si je relance mon petit serveur de dev, je crois que j'ai même pas besoin, mais on va le faire pour être sûr. Je recharge ma petite page. Hop, et là. Voilà, ça repart en sucette. Donc j'ai bien mon composant compile card mon composant compile qui n'est plus compilé. Donc ça peut vous permettre de le mettre un peu ça et là. Et en fait, c'est surtout utilisé pour tout ce qui est, on va dire, migration petit à petit de votre code. Donc il y a la façon dont Lucas vient de vous montrer, en pouvant désactiver petit à petit certaines parties de votre application. Et vous avez, on ne va pas vous faire la démo parce que ça revient exactement au même, mais vous avez la possibilité dans votre configuration d'activer la version inverse. C'est du coup que le compiler est désactivé par défaut et petit à petit, vous pouvez l'activer sur certains de vos composants. Et ça peut vous permettre de faire une migration de manière un peu plus tranquille. Parce que nous, là, on vous montre ça sur une version qui est quand même très simple, mais sur des applications en prod, vous pouvez être sur des cas bien plus complexes. Très très simple toi-même, super mon appli. Ouais. Bon, du coup, est-ce que ça tourne en prod? Parce que moi, mon app, elle est en prod. Toi, ça tourne en prod. Moi ça tourne en prod. Ça tourne hyper bien en prod en plus. Après, je crois que, je ne suis pas sûr, mais je pense que tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs. Mais il y en a d'autres qui en ont un peu plus. Donc évidemment, ça tourne en prod chez Meta. Si vous regardez directement les sites de Facebook, bon, je pense que personne ne regarde Facebook, mais si jamais Facebook, ça fonctionne. Instagram, pareil. Vous avez la même chose sur la version web de Blue Sky. Et du coup, tout ça, vous pouvez y remarquer avec la petite pastille bleue que vous a montré Lucas. Ça vous permet de voir un peu les applications qui tournent déjà avec ça. Donc oui, c'est possible d'avoir actuellement une version qui tourne en prod avec le React Compiler. Il y a plein d'autres exemples sur Twitter de personnes qui ont un peu passé le cap, mais il faut quand même être assez confiant, sachant que c'est, comme on l'a dit, une feature qui est expérimentale. On va le redire quelques fois. Mais du coup, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant, donc, parce qu'on a la version expérimentale, on vous a montré avec Vite et Babel, mais vous pouvez l'utiliser avec plein d'autres choses. Donc on a Babel, comme on vous a montré, Babel et Vite, donc, qui vous permettent de l'utiliser, mais on a aussi Next.js qui a sorti, je ne sais pas si vous avez, pour les utilisateurs de Next.js, les versions 15 RC.
de Next embarque un moyen de faire fonctionner le React Compiler dessus. Donc ça peut être pratique pour commencer à faire des petits POC ou des choses comme ça pour voir comment vos applications réagissent au React Compiler. Et si vous êtes utilisateur de Remix plutôt que de Next, n'ayez crainte, ça marche aussi très bien. Et on a même d'autres outils, donc avec Webpack, si vous êtes malheureusement pour vous encore dessus, mais aussi avec React Native ou Expo. Donc il n'y a aucune excuse de ne pas tester le React Compiler maintenant. J'ai bien dit tester, ne mettez pas ça en prod tout de suite, s'il vous plaît. Sauf si vous êtes ultra confiant, solide sur les appuis. On ne prendra pas la responsabilité. C'est pas de notre faute. C'est pas nous. Mais du coup, enfin, franchement, moi, mon appli, je l'aime beaucoup, mais là, franchement, c'est trop bien. Moi là, cette question-là, easier, better, faster, stronger, moi, je réponds oui tous les jours. C'est trop bien. Oui. Alors, il ne faut pas oublier, il y a quand même certaines limitations. Il y a des choses que le React Compiler ne fait pas et ne fera jamais. Donc, ça a été annoncé par React, donc il ne faut pas s'attendre à ça. Ça ne vous proposera jamais une stratégie de re-rendu parfait, parce qu'il y a beaucoup trop de cas qui sont dépendants de la façon dont vous avez implémenté votre code React. Donc, ils essayent de traiter le maximum de cas possibles, mais il y a forcément des cas qui passeront à la trappe, et ce n'est pas le but de faire une stratégie de re-rendu parfait. Ça ne corrigera pas, je suis désolé pour vous tous, votre mauvais code. Si votre code est mauvais, il restera mauvais. Donc si vous avez des rules of React qui ne sont pas respectés, eh bien, ça ne changera rien si vous ne faites rien. Ensuite, ça ne supportera jamais les features legacy. Donc je suis désolé pour tous les gens qui, en rentrant chez eux, pensaient à activer le React Compiler sur leur application avec des class components. Ouais, je suis désolé pour vous. Ouais, déjà, de base, on est désolé. Pour les class mais là, components aussi. ça ne marchera pas. Et ensuite, ça ne sera pas une nouvelle manière d'écrire du React. En effet, ils partent du principe que certains éléments qui sont déjà dans votre code, si vous avez déjà des use memo, déjà des use callback, etc., ils ne seront pas pris en compte dans le React Compiler. Vous n'avez pas besoin de repasser sur votre code et de les remodifier. Et par contre, ça sera on va dire une nouvelle manière de penser où vous n'aurez plus besoin d'indiquer les différents hooks que vous aviez jusqu'à maintenant. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien à changer. Et vous l'avez vu, Lucas a corrigé sa superbe application en 2 minutes. Et c'est ça qui est beau, du coup. Parce que là, tu me parles des points négatifs, mais franchement, il faut dire ce que ça fait. Le React Compiler, aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que vraiment, ça limite le nombre de rendus. Donc, je reprends ce que disait Mika juste avant, mais ça ne sera jamais parfait parce que ça ne peut pas être parfait, mais leur but c'est vraiment de niveler le nombre de rendus pour gagner en performance sur toutes les applications possibles, le plus d'applications possible. Un point très important, on vous en a parlé avec le petit message qu'on a reçu, mais ils veulent vraiment, c'est Just Works, c'est ça fonctionne, on l'installe et ça fonctionne. Vous l'avez vu dans la démo, en vrai mon application n'est pas très compliquée, mais franchement ça marche quand même hyper bien et ça se veut peu complexe, ça se veut vraiment, je l'installe, ça fonctionne et je n'ai pas à y penser. Ne pas y penser, c'est vraiment quelque chose d'important pour les devs du React Compiler. C'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que si vous avez du code qui casse des règles, eh ben, le compiler juste skip ces parties de code. Exactement. Et de la même façon, si vous avez déjà mis en place des mémorisations, qu'elles soient bien faites ou mal faites, le React Compiler en fait, n'en prendra pas compte. Exactement. Ça améliore aussi les outils de l'écosystème. On a vu le React DevTool, mais c'est que le début, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là. Même en soi, le plugin ESLint qui va checker vos rules of React, ben, c'est une vraie belle amélioration de l'écosystème React. Donc, et c'est en partie grâce au React Compiler. Et je vais finir sur un petit point un peu négatif, on va dire, c'est que c'est hyper beau, ça marche super bien, mais du coup, ça masque la gestion des re-rendus. Donc, si jamais vous avez un problème de re-rendu, quelque chose qui se re-rend alors qu'il ne devrait pas se rendre et que vous avez le React Compiler, ça peut arriver notamment si vous utilisez la version expérimentale. Normalement, à terme, ça doit arriver de moins en moins, mais ça nous est arrivé. Du coup, comme la mémorisation, elle n'est pas dans notre code purement, pour la débugger, on est souvent obligé de la remettre à la main pour ensuite voir quels sont les éléments qui posent problème. Donc c'est vrai que pour débugger, pour l'instant, c'est pas optimal. Ouais. Mais à terme, on n'aura pas besoin de débugger. Oui, ça sera pas le problème. Mais actuellement, on voit encore pas mal d'issues qui sont créés sur des problèmes avec des useref dans certains composants, etc. Mais c'est le but des versions expérimentales et c'est pour ça que nous aussi on l'a testé. C'est pour pouvoir tester et aider les équipes de React à améliorer tout ça.
Attention cependant, du coup, je vais le redire une dernière C'est fois. vrai qu'on l'a jamais dit, ça. Je crois qu'on n'en a jamais parlé. C'est une version expérimentale. Du coup, ce n'est pas prêt pour la production. Nous ne prenons aucune responsabilité. Et pour appuyer cette chose-là, je vais vous donner un exemple qui reprend bien la dernière phrase que je vous ai dit. On est tombé sur des articles de Kevin Scheiner qui parlent d'une fuite mémoire à cause de la mémosation en React. Il l'a découverte, il est tombé dessus avec des use callbacks à la base, mais quand le React Compiler est sorti, il a testé cet exemple-là pour se demander est-ce que ma fuite mémoire qui existe avec mes use callbacks, elle va exister avec le React Compiler. Et il s'avère qu'elle continue à exister, donc on peut voir que les fonctions se créent à l'infini, et il suffit de mettre des gros objets dedans, et ça fait des énormes fuites mémoire. Et le gros truc que ça nous montre, c'est que c'était beaucoup plus dur de comprendre pourquoi on avait une fuite mémoire, alors que nous, on n'a rien fait, c'est le compiler qui l'a créé, parce que si on désactive le compiler, là, aucun problème. Alors que quand on a les use callback, il s'en est rendu compte vachement plus vite. Donc, c'est une version expérimentale, pas en production, s'il vous plaît. Si vous voulez voir un peu plus de références, ou même toi, Lucas, s'il y a certains trucs que tu n'as pas compris pour ta super application de compilation de musique, on a mis une liste des principales références qu'on a utilisées. Et il y en a une à la toute fin, qui est le React Compiler Working Group, que vous pouvez rejoindre sur GitHub. Bon, c'est sur demande, et après, normalement, c'est traité et approuvé par la core team de React. Mais vous aurez la possibilité, si vous voulez tester le React Compiler sur vos projets, de faire des retours à l'équipe, de leur poser plein de questions. On a eu l'occasion notamment de parler avec Laurent Tan, donc je ne sais pas si elle verra ce talk, peut-être qu'on le renverra, mais en tout cas, ils nous ont beaucoup aidés pour comprendre un peu plus comment fonctionnait le React Compiler en profondeur. Et on espère aussi que vous avez apprécié ce talk, que vous avez compris tout ce qu'il y avait à comprendre sur la mémorisation et que vous êtes prêts à abandonner tout ce que vous saviez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.